me posez la question de savoir à qui s'adresse ce livre. Il s'adresse avant tout aux étudiants du Collège clinique de Montpellier, donc à des étudiants qui ont déjà une certaine connaissance des concepts freudiens et lacaniens. Mais au-delà de cet auditoire, ce livre s'adresse aussi à tout un chacun, pour peu qu'il ait une certaine orientation, disons, humaniste, à tous ceux qui sont confrontés aux psychotiques d'une manière ou d'une autre, psychiatres, psychanalystes, psychologues, éducateurs, assistantes sociales, mais aussi aux familles des psychotiques et aux psychotiques eux-mêmes, puisque au Québec, où j'ai présenté mon livre, il y avait des psychotiques en analyse dans l'assistance. Ici, nous essayons de nous laisser enseigner par les psychotiques. En se faisant docile au discours du malade, comme le recommande Lacan, nous avons la surprise de recueillir de sa bouche même des concepts que l'on croirait issus des écrits de Lacan. Et ceci permet de démontrer la pertinence de ces concepts, car introduits sur les faits bruts rapportés par le patient lui-même, ils introduisent l'ordre et la transparence, ce que nous appelons la construction du cas. En cela, nous sommes aussi fidèles à la méthode de Freud. L'élément essentiel et primordial que soutient ce livre, c'est que psychose n'est pas synonyme de déficit. Bien au contraire. La psychose, les psychotiques, par les difficultés mêmes qu'ils rencontrent, sont poussés à créer. Il y a même quelque chose de nécessaire chez eux, ils ne peuvent se soutenir dans la vie que s'ils sont capables d'inventer ce que nous appelons une suppléance. Alors dire que la psychose n'est pas synonyme de déficit est très important et au fond très novateur, car tous les psychiatres, jusqu'à Henri classique, jusqu'à Henriet y compris, considèrent les phénomènes psychotiques comme un déficit. Je ne parle pas des comportementalistes ou des cognitivo-comportementalistes qui, définissant non pas un symptôme mais un trouble, le considèrent comme une déviance par rapport à la norme. C'est Freud le premier qui a considéré que le délire des psychotiques était une tentative de guérison. Et là, je me suis attaché à démontrer au cas par cas combien chacun, de la plus humble invention à la plus géniale, arrivait à trouver sa solution propre, ce qui nous contraint à envisager une clinique du cas par cas et non pas de la généralité. C'est la question en fait de la psychose et des psychoses. Lacan fait ses premiers pas dans l'étude des psychotiques en définissant la structure psychotique dans le séminaire 3. Et il l'a défini en démontrant ce qu'il avait trouvé dans Freud, que la distinction fondamentale entre névrose et psychose se fait par le fait que le psychotique ne se soutient pas de l'Édipe alors que le névrotique se soutient de l'Édipe. Que les psychotiques n'aient pas trouvé, n'aient pas rencontré dans le discours maternel la fonction paternelle au sens symbolique, bien entendu, ce que nous appelons le signifiant du nom du père, ou qu'il l'ait rencontré pour la rejeter, le résultat est le même, il n'utilise pas ce prêt-à-porter qu'est l'Édipe, alors que le névrotique s'en soutient. Cette étape franchie, le dernier Lacan reprend les choses d'une autre manière, en privilégiant la relation du sujet au réel et non plus à la vérité, car le réel ne trompe pas, alors que la vérité comporte toujours une partie de mensonge, et ce faisant, il part de l'idée, comme le formule Jacques-Alain Miller, que nous sommes tous, quelle que soit notre structure, névrotique, psychotique ou pervers, des malheureux confrontés au réel. Et la question, donc, est de savoir comment chacun, à titre individuel, sait y faire avec ce réel. Et c'est cela qui entraîne une clinique continuiste, clinique qui relativise cette distinction manichéenne, névrose, psychose, forclusion ou pas forclusion du signifiant du nom du père. Cette clinique est très riche parce qu'elle considère le symptôme non pas comme une erreur, non pas
comme quelque chose à éradiquer, mais bien au contraire, comme une tentative pour le sujet de trouver sa place dans le monde et sa relation au réel. Il y a donc deux versants au symptôme. Un versant par lequel il est une formation de l'inconscient, c'est-à-dire qu'il veut dire quelque chose. Ce versant n'est pas à négliger, mais le plus important, c'est le versant par lequel on se pose la question de à quoi il sert. Je dirais non, car mon problème n'est pas d'être optimiste ou pessimiste, mais de considérer que l'aptitude à la création est valable pour chaque psychotique. Il y a la psychose, certes, mais il n'y a que des psychotiques. Et au cas par cas, chacun doit trouver sa solution, et notre devoir à nous, c'est de l'aider. La suppléance, ce n'est jamais nous qui l'introduisons, c'est le sujet qui la trouve, mais nous avons à la soutenir. Donc il y a des psychotiques qui réussissent, parfois d'une manière tout à fait remarquable, il y en a d'autres qui échouent, mais c'est l'occasion de dire qu'il n'y a aucune hiérarchie entre névrose et psychose. S'il y a des psychotiques qui réussissent et des psychotiques qui échouent, il y a aussi des névrotiques qui échouent. Ce que nous enseignent les psychotiques dans notre pratique nous aide considérablement dans notre cure avec les névrotiques, car les névrotiques aussi sont confrontés au réel, et la métaphore paternelle et l'Édipe ne suffit pas pour aborder le réel. Il y a un au-delà de l'Édipe que les psychotiques nous enseignent. Pour conclure, je voudrais laisser la parole au poète Hölderlin, lui-même psychotique, qui formule « Là où croit le danger, croit aussi